Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le projet de redécoupage administratif et territorial continue de susciter des réactions à travers le pays. Beaucoup de Maliens manifestent leur mécontentement depuis déjà quelques jours. C'est le cas notamment de Markala, Mondoro, Gourmaraours et Gao. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons invité M. Abderrahmane Sissé, directeur général des collectivités territoriales, Dr Oumar Keïta Barou, maire adjoint de la commune de Baguineda, et M. Ibrahim Silla, expert en décentralisation. Le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est réorganisation territoriale, comment satisfaire les revendications. Moi, je suis Mariam Koulibaly et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Abderrahmane, bonjour. Comment cette réorganisation territoriale va se faire? On aura combien de communes et combien de régions? Alors, je voudrais vraiment profiter de cette belle occasion pour remercier d'abord l'Institut Tamani, mais aussi remercier tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Et ça nous donne une opportunité, les ministères de l'Administration territoriale et de la décentralisation, de pouvoir expliquer aux nos concitoyens les enjeux de ce processus. C'est important parce que ce n'est pas un processus qui est destiné à diviser les pays, c'est vraiment un processus qui est destiné vraiment à unifier, à créer les conditions d'une proximité de l'État auprès des populations. L'idée, c'est de créer les conditions pour que l'État apporte un service de qualité aux populations, un service de qualité qui doit être le plus proche, un service aussi, aussi qui doit être aussi de qualité. Mais évidemment, c'est un processus qui ne date pas de maintenant, qui a commencé déjà en 2012. Parce que parfois, il faut faire un peu l'histoire de ce processus-là pour que nous comprenions comment où est-ce que nous en sommes. Ça a commencé en 2012 avec la loi 2012-07 qui crée 19 régions en République du Mali. Je veux dire les anciennes régions, les 8 anciennes régions, plus le district de Bamako, auxquelles ils ont ajouté après 11 nouvelles régions, ce qui nous amène à 19 régions, plus les districts de Bamako. Voilà un peu l'origine un peu. Et je voudrais aussi préciser que, parce que les gens le disent, ce n'est pas un découpage, c'est vraiment une réorganisation du territoire. L'idée, c'est de dire, nous avons un territoire qui fait 1 241 000 km², qui comprenait les 8 régions plus le district de Bamako, et qu'il faut créer les conditions de la bonne administration de ce territoire. Il y a des enjeux. Les enjeux, c'est vrai que nous sommes partis en 1960 déjà avec 6 régions, pour être en 1977 avec 8 régions, en 1992 avec la région de Kidal qui a été créée, et à partir de 2018, la région de Todine et Menaka qui ont été créées, plus ce que je viens de citer actuellement. Donc, vraiment, l'idée, c'est de créer les conditions d'une proximité de l'État, d'un service de qualité qui est rendu aux populations et d'une bonne gestion du territoire. Et j'ai dit il y a des enjeux parce qu'entre-temps, entre 92, entre 1960 et maintenant, nous avons les questions sécuritaires qui sont aussi à l'ordre du jour. Nous avons aussi un paysage aussi qui s'est beaucoup transformé. Quand on prend la Première République, la Deuxième République, aujourd'hui nous sommes dans un contexte de démocratie où la liberté sont plus larges, autant que cela est possible. L'expression aussi est donnée aux populations. Et c'est pour ça que nous avons changé de paradigme. Dans les autres organisations territoriales qui ont eu lieu, on n'a pas l'habitude de demander l'avis de la population. Mais pour une fois, nous avons pris comme sur nous, depuis 2015 déjà, de mettre en place une équipe technique qui a travaillé sur ces projets-là. Et en 2018, il y a eu ce qu'on appelle des concertations régionales. Toutes les régions, à l'exception de Gao, ont organisé des concertations pour qu'on puisse questionner les acteurs de la société civile, les forces vives des différentes régions, sur comment ils perçoivent l'organisation du territoire, comment ils perçoivent la régulation du territoire pour que nous puissions avoir un territoire mieux entré. Les conclusions de ces concertations-là ont été exploitées par le ministère à travers une équipe technique qui a travaillé sur ces questions-là.
Et ce sont ces conclusions que le ministère a pris comme devoir. Parce qu'il faut quand même rappeler que ça fait partie d'une des préoccupations majeures de la transition, de parachever la reconnaissance territoriale. Je voudrais, avant de poursuivre, pour dire que nous sommes peut-être aujourd'hui au monde le seul pays qui n'a pas une carte administrative claire. 19 régions qui ont été créées, nous n'avons pas les cercles, nous n'avons pas les arrondissements, nous n'avons pas les limites de ces régions. Comment on peut gouverner alors les territoires? Et la transition a souhaité que nous puissions parachever ce processus-là afin que nous ayons au moins une carte administrative claire qui permet à l'État de mieux organiser ses services, d'apporter, comme je l'ai dit une fois de plus encore, un service, les services sociaux de base aux populations. Donc voilà les enjeux. Nous avons 19 régions. On a combien d'arrondissements, combien de cercles avec cette nouvelle réorganisation? Ça veut dire qu'avec le projet actuel sur lequel le gouvernement est en train de travailler, cela nous a amené à 19 régions, après 111 cercles. Nous partons de 52 cercles, on arrive à 111 cercles. Nous partons d'après 240 arrondissements, on arrive à 366 arrondissements. Okay. Alors, M. Ibrahim Silla, autant de régions, autant de cercles et d'arrondissements, pensez-vous que c'est justifié? Alors, merci madame. En répondant à cette question, je souris parce que j'allais vous donner la réponse suivante. Quelle est la superficie du Mali? Je crois que le Mali est un des pays les plus vastes de la sous-région, des grands pays de l'Afrique. Alors, et l'État a le devoir d'être présent le plus près possible des populations partout où elles se trouvent, pour rendre le service public de façon générale et pour sécuriser ces populations. Pour que l'État soit si près de toutes les populations sur une superficie de 1 245 000 km², il faut, de mon point de vue, davantage de circonscriptions administratives. Parce que la circonscription administrative, que ce soit région, cercle ou arrondissement, c'est les espaces dans lesquels l'État s'installe pour organiser et distribuer ce service public-là. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la création d'une région, la création d'un cercle et la création d'un arrondissement. Alors, Monsieur Oumar Keïta Barou, vous êtes maire adjoint de la commune de Baguineda. Vous venez d'écouter nos invités. Est-ce que vous êtes du même avis qu'eux? D'abord, je remercie tous les auditeurs de la radio Tamani, du studio Tamani. Et par rapport aux explications qu'ils viennent de donner, si on regarde les chiffres, 19 régions, 111 cercles, 366 sous-préfectures. En fait, les chiffres ont augmenté. Mais il faut reconnaître que par rapport à la réorganisation, je pense qu'il devait commencer d'abord par une concertation à la base. Ça n'a pas été fait. Une concertation à la base, prendre les avis des uns et des autres d'abord avant de procéder à la réorganisation. Cela allait diminuer beaucoup aujourd'hui les soulèvements, les frustrations et les mécontentements qui sont dans le pays par rapport à cette réorganisation. Si on avait préalablement pris l'avis des uns et des autres avant de procéder à la réorganisation, ça allait diminuer ça. Et deuxièmement, ce n'est pas par rapport aux chiffres que je vais réagir, mais toujours par rapport à la façon de faire. Si l'État doit être présent et proche des uns et des autres, dans la nouvelle réorganisation aujourd'hui, il y a des gens qui ont été éloignés de l'État au lieu d'être rapprochés de l'État. J'ai des exemples, mais puisqu'on est en train de parler d'un cadre général, je ne vais pas donner ces exemples. Sinon, il y a trop de frustration autour de cette nouvelle réorganisation. Trop de frustration. Si on a 19 raisons, c'est bien. Par rapport à la superficie du Mali, on peut même aller au-delà de 19, c'est pas grave. Si on a 111 cercles, c'est pas grave. 1 248 000 km², c'est vaste. 366 sous-préfectures, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Mais, qu'ils voient, il y a certaines communes, certains arrondissements ont été éloignés de leurs services de base. En ce moment, quel est le bénéfice pour ces arrondissements?
Moi, je pense qu'avec autant de découpage, normalement, tout le monde devait être rapproché beaucoup plus davantage de ton cercle, sinon de ta région, que d'en être éloigné. Donc, par rapport aux chiffres, moi, je ne réagis pas. Les chiffres, c'est bien par rapport à la superficie, mais par rapport à la façon de faire, par rapport à la façon dont ça a été organisé, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux sur la façon dont ça a été fait. Les concertations ont été faites au niveau régional, certes, mais il y a des sous-préfets qui n'étaient pas qui n'étaient pas informés par rapport à la deuxième concertation qui vient de se tenir au niveau des régions. Et quand ils sont allés au Nouvel, on les a fait savoir que non, c'est les partis politiques qui sont invités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les leaders locaux qui doivent être appelés pour ce genre de concertation et non les partis politiques. Et même si on prend les partis politiques, il ne devait pas y avoir de discrimination entre les partis. Tous les partis politiques devaient être invités. Mais nous avons vu qu'au niveau des régions, certains partis politiques étaient représentés à la concertation, d'autres n'étaient pas représentés. Ça, c'est un. Les leaders de certaines communes étaient représentés, les leaders de certaines communes n'étaient pas représentés. Et du point de vue arrondissement même, il y a certains arrondissements qui étaient représentés à certaines concertations, d'autres arrondissements n'étaient pas représentés. Bon, cette façon de faire, moi, sur la façon de faire, je ne suis pas d'accord avec eux. Par rapport aux chiffres, je suis entièrement d'accord avec eux, mais par rapport à la façon de faire, vraiment, il y a trop de choses à revoir. Et puisque c'est la proposition, je pense que pour les jours à venir, les propositions, sinon les réactions des uns et des autres, il faut qu'ils tiennent compte de ça. Sinon, au lieu d'approcher l'État de certaines personnes, ils vont éloigner beaucoup plus les gens de l'État. C'est ma première réaction d'abord par rapport au premier volet du débat. Je vous remercie. Monsieur Abdelrahmane Cissé, il y a le docteur Oumar Keïta Barou qui vient de dénoncer la façon de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous avez dit déjà au préalable qu'il y a eu des concertations au niveau de plusieurs localités, à part Gao, mais il vient de dénoncer cette façon de faire. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Non, je crois que nous ne sommes pas en contradiction. Totalement pas du tout en contradiction. Pour la simple raison que lui-même, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec la façon de faire. Il a dit qu'il n'y a pas eu de concertation. Mais lui-même, il est revenu encore pour dire que certaines personnes n'ont pas été acceptées aux concertations, d'autres n'ont pas été invitées. Ça veut dire qu'il y a eu des concertations. Je crois que sur ce point-là, il peut peut-être revenir dessus et le préciser. Je précise vraiment, je ne veux pas rentrer dans un échange. L'idée, ce n'est pas de le contredire, mais je reste sur les faits. Et dans les faits, en 2018, il y a eu des concertations. Moi-même, j'étais en appui à la région de Koulikoro pour les concertations qui ont eu lieu en 2018. Et je crois que c'est vrai qu'il peut arriver que tout le monde ne puisse pas être invité. Et ça, c'est possible aussi, parce qu'on ne peut pas aussi... Ce sont des concertations. Les acteurs ont été identifiés, la société civile, d'abord les représentants de l'État, les collectivités territoriales, la société civile, les chefs religieux et aussi les chefs de village aussi ont été invités. Mais forcément, il va y avoir des choix à opérer. Et peut-être que lui n'a pas pu participer. Baguineda était bien à la concertation de 2018 à Koulikoro. Je suis formel dessus. Il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... Je suis formel dessus, quoi. Ceci dit, moi, je pense qu'il faudrait qu'on mette les choses dans leur contexte. Il y a deux choses. La présence de l'État, dans le principe, l'État ne demande pas où est-ce que je dois me présenter, où est-ce que je dois m'installer. Ça, il appartient, ça c'est des prérogatives de l'État, de savoir sur des critères, ça peut être des critères sécuritaires, ça peut être des critères stratégiques, ça peut être d'autres réalités qui amènent l'État à être présent en tel ou tel lieu. M. Silla, qui est aussi un expert sur la question des inondations, je crois qu'il pourrait le conforter. Le processus pour lequel il requiert des concertations, ça c'est la création des collectivités territoriales. Or, dans ce processus actuel, on ne crée pas de nouvelles collectivités territoriales. Ce sont les collectivités territoriales anciennes qui vont être réparties entre les circonscriptions administratives. Donc, il n'y aura aucune commune qui va être créée. Il n'y a pas de nouveau cercle en tant que collectivité territoriale qui va être créé aussi. Ce sont les mêmes entités. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On n'a pas touché les ressources des communes, c'est connu. On a essayé seulement de répartir les communes entre les circonscriptions administratives qui ont été créées. Ceci dit, et je voudrais vraiment le rassurer,
Lors de l'atelier de réception qui ont eu lieu le mois dernier, il a été très clair. Les questions qu'il pose de rattachement, on a dit que c'était possible. Les villages qui ne souhaitent pas être rattachés à telle commune, c'est possible. Les communes qui veulent être rattachées à tel cercle, à tel autre cercle, tout cela est rendu possible. Il n'y a pas de problème. Donc le choix est donné à la population elle-même. Bien sûr, à travers ses représentants. Il n'y a aucun problème. Si tel autre, je ne vais pas citer d'exemple, mais si telle commune ne se sent pas à l'aise dans telle région, dans tel cercle, il estime qu'il est trop loin de la région, sans enjambement, parce que l'enjambement consiste à vouloir être rattaché à un autre cercle avec lequel il n'y a pas une continuité géographique. Ça, ce n'est pas possible. Mais s'il y a des cercles à côté avec lesquels ils estiment être mieux à l'aise pour pouvoir assurer le bien-être de ces populations, mais il n'y a aucun problème. Le temps ne s'impose pas à ces questions-là. Nous sommes très ouverts. Monsieur Sylla, le manque de concertation serait une source de tension. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on a constaté dans beaucoup de localités, il y a eu des soulèvements, les gens se plaignent de cette nouvelle réorganisation. Tout à fait. Alors, source de tension, moi, peut-être oui, il y a un peu de la façon dont le processus a été conduit. Je vais en revenir. Mais je veux qu'on rappelle un peu que dans notre histoire au Mali ici, il y a eu un avant et un après décentralisation. À partir de la révolution de 1991, le Mali s'est projeté dans une décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette décentralisation a créé des nouveaux pôles de pouvoir, donc a créé des enjeux de pouvoir. Et par rapport à ça, les populations sont devenues plus regardantes par rapport à comment on organise le territoire. Sinon, le directeur général vient de dire, par exemple, que pour la première fois après l'indépendance, lorsqu'on est venu avec les 6 régions du Mali, c'est en 1977 qu'on a scindé la région de Gao en 2 pour faire région de Tombouctou et région de Gao. On a attendu 15 ans pour créer la région de Kidal. Et tout cela sans concertation, sans se référer à qui que ce soit, c'est l'État qui souverainement a décidé de cela. Mais à partir de 1991, il y a des élus locaux qui ont un certain pouvoir. Donc, et ces élus locaux sont élus à partir des circonscriptions, je dirais des circonscriptions électorales, mais qui sont calées sur des circonscriptions administratives. Ça crée des enjeux. Il y a par exemple la loi 0210 qui détermine les conditions dans lesquelles on élit les députés en République du Mali. Cette loi dit clairement qu'un cercle, quelle que soit la taille du cercle, quelle que soit sa population, à partir du moment que vous êtes un cercle, vous avez droit à un siège de député. Alors, ça crée une certaine envie pour les leaders qui sont peut-être comme moi qui vont aller à la retraite bientôt, de vouloir faire de chez moi un cercle pour que je puisse me positionner comme éventuel député. Ça, il faut le rappeler. Cet engouement autour du découpage territorial, il y a un peu de cela là-dedans. Ensuite, les collectivités territoriales qu'on crée, il y a des élus locaux qui ont des pouvoirs aujourd'hui et chacun pense qu'en transformant son chai en région collectivité ou en cercle collectivité ou en commune, ça lui donne une opportunité d'accéder à l'exercice du pouvoir public. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de cela dans la fièvre que cela suscite aujourd'hui. Mais ceci dit, moi j'étais là quand on a fait ces concertations régionales en 2018 et beaucoup de propositions ont été faites, des bonnes, des mauvaises, enfin, peut-être pas des mauvaises, mais des propositions qui n'étaient pas du tout recevables, inconcevables. Il y a eu tout ça. Et certainement que les gens sont restés sur ces propositions. Ce n'étaient que des propositions faites par des concertations. Et c'est les résultats de ces concertations qui ont servi les experts qui ont travaillé sur la question. C'est ce qu'ils ont repris pour essayer de proposer quelque chose qui est recevable. Maintenant, on nous dit
Et ça, moi personnellement, je reproche ça peut-être au département. C'est-à-dire que il y a le contexte qui joue en défaveur du processus aujourd'hui. Le contexte, c'est qu'on est dans un processus de transition. Et la transition s'était engagée effectivement à parachever la réorganisation territoriale entamée par feu le président ATT, par la loi 2012-017, qui a créé des régions, mais qui n'a pas créé les cercles et les arrondissements dans toutes ces régions. On parle de circonscription administrative, donc qui relève du domaine exclusif de l'État. Là aussi, il faut concéder ça au directeur général. On n'est pas dans la création des collectivités territoriales qui requièrent l'avis des populations. Il vient de le dire tout de suite qu'on ne touche pas les communes. On ne touche pas les conseils des cercles, les conseils régionaux, etc. Ce qu'on dit, c'est les circonscriptions administratives, c'est-à-dire là où l'État va s'installer pour essayer d'organiser et d'offrir son service public. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le comité des experts a fait son travail. Il y a aujourd'hui un dispositif politique auprès du Premier ministre qu'on appelle le comité d'orientation stratégique. Ce comité d'orientation stratégique, dans ses missions, a comme attribution la délimitation des périmètres des réformes à entreprendre au cours de la transition. De mon point de vue, il aurait été plus efficace de partager avec ce comité d'orientation stratégique le projet, parce que c'est un travail d'experts qui a été fait, qui n'a aucune caution politique. Peut-être au niveau du ministère, les services du ministère se sont réunis et ont donné leur cutus au projet, mais il aurait fallu que ce projet soit porté aussi par un autre niveau. Et le COS, ce comité d'orientation stratégique, de mon point de vue, était une opportunité à saisir à partir du moment que le ministre de l'administration territoriale lui-même fait partie de ce COS-là. Il aurait pu attendre de proposer au COS ce projet, de le discuter à ce niveau et que le COS donne quitus d'aller restituer. Ça, de mon point de vue, ça aurait peut-être pas enlevé toute velléité, toute protestation, mais on allait au moins se dire, écoutez, c'est quelque chose qui a été discuté au COS. Le COS, c'est les partis politiques, c'est la société civile, c'est les organisations professionnelles. En fait, c'est une représentation de toutes les forces vives de la nation. Donc, si eux, ils avaient donné leur cutus, je crois que ce projet aurait eu plus de chances de passer auprès des populations. C'est juste ce que je peux reprocher à la démarche. Docteur Oumar Keïta Barou, vous êtes maire adjoint dans la commune de Baguineda. On parle de contexte. Pensez-vous que c'est le bon moment, cette période de transition? Bon, avant de répondre à cette question, je vais rebondir un peu par rapport à ce que mes interlocuteurs viennent de dire. Et quand je les entends dire État, État, c'est avant tout des hommes. L'État est indissociable des hommes. Donc, faire comme si l'État, c'est autre chose là et que c'est fait pour autre chose là, moi, je ne suis pas dedans. L'État, c'est dirigé par des hommes, c'est fait par des hommes et c'est fait pour diriger des hommes. Si un service doit être créé, si une entité administrative doit être créée pour résoudre les questions d'une population, je pense qu'elle doit être proche de cette population et je pense que la nouvelle réorganisation, elle a été faite dans ce sens et dans cet esprit. Moi, à mon entendement, c'est ça. L'État, d'habitude, il le fait. Il n'y a pas eu de concertation pour les réorganisations précédentes. Mais pour cette fois-ci-là, d'autant plus qu'il y a eu la création des communes. Je ne parle même pas des communes, les arrondissements. Quand on prend tout de suite les arrondissements, au moins au niveau de chaque arrondissement, il devait y avoir une concertation préalable. Prendre les avis. Toutes les communes qui se retrouvent dans un arrondissement, qui se regroupent. Si on dit, dans cet arrondissement, vous êtes indissociable, vous êtes obligé de vous associer à un cercle, là, ils seront obligés d'aller dans ce sens. Et ce sera des communs accords. Mais, il y a eu une concertation en 2018. Je suis entièrement d'accord avec eux.
Dans cette concertation, je prends un exemple. C'est vrai qu'on est en train de parler dans le contexte général, mais je prends un exemple. Quand tu prends la région de Koulikoro dans laquelle je suis, et Wourossogui avait été dissocié de la région de Koulikoro pour associer ça à la région de Bougouni. Et à ce moment, Wourossogui allait être un cercle. Mais la dernière concertation qui vient d'avoir lieu à Koulikoro, on nous fait savoir que Wourossogui ne sera plus un cercle. Et Sanogoroba était promis pour être un cercle auquel était rattachée la commune de Baginda. On nous dit que Sanogoroba aussi ne sera plus cercle et que Sanogoroba aussi bien que Wourossogui seront rattachés au cercle de Séléngué. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, quitter Sanogoroba et venir à Kati, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus proche que de quitter Sanogoroba et aller jusqu'à Séléngué. Donc, si c'est la restitution de l'atelier précédent qui a été faite cette année, pourquoi il y a eu cette transformation aujourd'hui, transformation qui n'a même pas l'air sens, et transformation qui a amené des frustrations. 1. L'État, c'est la sous-préfecture, la préfecture et les gouverneurs et le gouvernorat. La sous-préfecture de Baginda, pour la restitution, je vais dire par là, la sous-préfecture de Baginda regroupe 4 communes. La commune de Baginda, la commune de Moutoula, la commune de Ngouraba et la commune de Thielé. Le sous-préfet n'était pas informé par rapport à la restitution qui vient d'avoir lieu à Koulikoro tout de suite. Le sous-préfet n'était pas informé. Et si on dit que c'est l'État, au moins lui quand même, il devait être informé par rapport à la concertation. Et quand on est allé aux nouvelles, on nous dit que non, en réalité, c'est les leaders des partis politiques qui sont, sinon les partis politiques qui sont appelés. Moi, je pense que pour la réorganisation du territoire, qu'on laisse les partis politiques de côté par rapport à cette situation. Vraiment, qu'on se base sur la société civile, l'État et peut-être la société civile et les élus. Mais si on doit aller sur le terrain des partis politiques, là, on ne va pas s'en sortir. Hein. Mais est-ce qu'on peut exclure les partis politiques de ce processus-là? Mais par rapport à ça, moi, je pense que les partis politiques n'ont pas trop leur place. Mais la société civile, l'État, les élus, ils sont à mesure de gérer ce genre de situation. Et par rapport à la question que tu m'as posée, le contexte actuel, en cette période d'insécurité et de tensions sociales comme ça, et le Mali est dans une période transitoire, je pense que le moment est très mal choisi pour faire ce genre de choses. C'est ce que j'avais à dire par rapport à la situation. Merci. Monsieur Cissé, il y a Monsieur Keïta qui dénonce beaucoup de choses. Quels sont les critères qui ont été pris en compte pour cette nouvelle réorganisation du territoire? Vous savez, je voudrais sur ce point vraiment revenir et insister sur un fait, une fois de plus encore. Vous savez, c'est un processus, un travail qui a été fait. Il peut y avoir des limites. C'est évident. Nous-mêmes, nous ne disons pas que c'est un travail qui est parfait, mais l'idée, c'est de construire. Nous construisons, et c'est pour ça que nous avons tenu les concertations de 2018. Nous avons tenu aussi en 2021 aussi, les ateliers aussi de récession aussi en 2021. Et je disais encore que même dans les ateliers de 2021, il était encore possible, lors de ces ateliers de récession aussi, d'apporter les correctifs qui étaient nécessaires pour que nous puissions avoir un document qui correspond au mieux aux attentes des populations. Nous n'avons pas un autre agenda. L'agenda, c'est de créer les conditions pour avoir une carte administrative qui corresponde aux besoins du Mali dans les contextes actuels d'insécurité, mais aussi faire face aussi aux questions de développement et apporter de manière très dynamique et importante aussi les services de qualité aux populations. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'État. Alors, si la question de savoir si les critères. Vous savez, en 1960, à la région territoriale du Mali, en 1960, les pères fondateurs du Mali, le feu Modibo Keïta, avait fait appel à un éminent économiste, Samine Amin, et qui a fait une étude et qui a procédé à la réalisation du territoire du Mali en proposant des pôles économiques. Pôles économiques en se disant, bon, Ségou, on va les bâtir autour de l'office du Niger. Sigasso, on les bâtit autour des cultures que nous connaissons, des cultures telles que les filières agricoles et les pommes de terre et autres. Et la région de Gao, qui était juste une seule région,
était basée sur l'élevage et comme la région de Mopti. C'était ça un peu l'idée, parce qu'on sortait de l'appel colonial, on était peut-être 3 millions, 4 millions d'habitants, et ce n'est pas les mêmes enjeux et ce n'est pas les mêmes réalités d'aujourd'hui. Mais dans le contexte actuel, le travail qui a été fait, on a essayé de combiner un certain nombre de critères. On ne peut pas seulement prendre les critères économiques, il n'est pas seulement le seul critère. On ne va pas prendre aussi les critères aussi de la superficie aussi. Si vous prenez les critères de la superficie aussi, forcément, on n'allait pas avoir un processus qui correspond à ce que nous allons souhaiter. Donc, on a combiné un certain nombre de critères. Comme je disais, la population, la superficie, les réalités socio-culturelles, les vivre ensemble. Nous avons aussi combiné aussi, bien sûr, aussi les besoins sécuritaires. Voici, entre autres, des critères objectifs qui ont été mis ensemble pour essayer de faire le travail qui a été fait. Une fois de plus encore, j'ai dit, c'est un processus. La réalité qui est derrière un peu ce processus-là, ce qu'on appelle les contestations, ce n'est pas que le processus n'a pas été bien fait. Disons les choses en face, c'est plutôt que certaines préoccupations qui avaient été émises en 2012 n'ont pas été prises en compte. Pour la simple raison aussi que il faut reconnaître que la régulation territoriale aussi a un coût. Si on devait prendre ce qui a été proposé en 2018, on allait se retrouver avec 1000 communes, plus de 600 cercles. Donc, à un moment donné, il appartient aussi à l'État, en fonction de ses moyens, des enjeux du moment, de pouvoir aussi prendre certaines décisions tendant à avancer. Mais on n'a pas dit que le processus s'arrête là. Comme on l'a dit, en 1960, on est parti de 6, en 1977, on est venu en 8, 2019, on est venu 2012, on est venu à 19. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, on pourrait aussi revoir la carte administrative du Mali. Mais dans le contexte actuel, la priorité, c'est de rendre opérationnel les 19 régions. Et après, on pourrait revoir un peu toute cette question-là et avancer sur ces sujets. Je voudrais vraiment rassurer pour dire que le processus n'est pas un processus clos, c'est un processus dynamique. Les préoccupations qui sont émises vont être traitées de manière sereine, de manière objective. Partout où cela est possible et pertinent, c'est le rôle de l'État d'écouter les préoccupations qui ont été émises, mais dans les conditions autant que cela serait possible. Mais en disant aussi que ce n'est pas la fin du processus, donnons-nous aussi le temps de mettre en œuvre ce qui a pu être conçu et avançons. Et dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, évaluons ce qui a pu être fait et projetons-nous aussi pour le futur. Voilà comment je le pense. Monsieur Ibrahim Silla, oui. En cette nouvelle réorganisation, pensez-vous que ça aura un impact sur les futures élections? Ok. Avant, peut-être, il faut juste rappeler à docteur qu'effectivement, l'État, c'est nous tous. C'est les 20 millions d'habitants que nous sommes qui constituent l'État. Mais l'État, si les 20 millions de Maliens doivent se retrouver autour d'une table pour discuter, je ne sais pas s'il y a une seule table qui peut nous prendre tous pour et comment on va s'accorder sur les problèmes. C'est pour ça que l'État s'est organisé. L'État est structuré. Il y a le gouvernement, il y a les partis politiques, il y a les organisations de la société civile et il y a tous les autres acteurs. C'est ensemble que nous constituons l'État. Et cette organisation va avec une distribution de responsabilités et de missions. Donc c'est dans ce cadre que, par rapport à la réorganisation administrative, quand on parle d'État et quand on dit que c'est l'État qui a ce pouvoir, il s'agit du gouvernement. Et j'ai aussi entendu dire que les partis politiques n'ont pas à se mêler de ceci ou de cela. Les textes en République du Mali disent que les partis politiques sont créés pour concourir au suffrage universel des populations pour exercer le pouvoir. Si tout était normal, aujourd'hui ce n'est pas d'autres corps qui allaient être au niveau du gouvernement, mais c'est des hommes politiques issus des partis politiques. Donc on ne peut pas, lui-même il parle d'élus, etc., qui doivent participer. Les élus, c'est les élus des partis politiques. Donc il ne faut pas aller sur cette idée qui consiste à dire qu'on peut faire les choses sans les partis politiques. Ça nous amène directement dans l'inconnu. Maintenant, est-ce que
cette réorganisation administrative est conçue pour influencer ou impacter sur les prochaines élections. Oui, pour être honnête avec vous, si la loi 0210 ne change pas, cette loi qui dit que les députés sont élus dans les cercles et les communes de Bamako, cette réorganisation qui est proposée, si elle est adoptée, si la loi passe, on aura 111 cercles. Je crois que le directeur a dit tout de suite qu'il y aura 111 cercles. Cela veut dire qu'il y aura des députés dans ces 11 cercles. Dans ces 111 cercles. C'est ça qui crée le problème. C'est ça qui crée le problème. Et ça perturbe, en tout cas selon certains, un certain équilibre qui était établi. Parce que dans certaines régions, on va transformer des communes jadis qui étaient des communes simplement, on va les transformer en régions. Ces régions sont divisées en cercles, en plusieurs cercles, et ouais, une commune qui se retrouve avec 5-6 députés, alors que la région de laquelle elle sort initialement ne reste que sur un député. Ça crée des problèmes. C'est des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas très fort, on ne dit pas très haut, mais c'est ça qui est le soubassement, qui est la motivation de tout ce qui s'agite. De tout ce qui s'agite à tort ou à raison, je ne rentre pas dans ça. Mais en tout cas, si ça fait autant de bruit, c'est parce que les gens sont convaincus que c'est dans une visée, dans une vision d'influencer le format politique, le dispositif politique à la sortie des prochaines élections. Docteur Oumar Keïta, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Ibrahim Silla? Est-ce qu'il y a un jeu d'intérêt caché derrière toutes ces manifestations et toutes ces contestations? Bien sûr qu'il y a un jeu d'intérêt caché. Il y a un jeu d'intérêt caché, d'autant plus que quand j'ai dit que les partis politiques ne devaient pas être impliqués dans le processus, les partis politiques, certes, ils sont là. Leur objectif, c'est quoi? La conquête et l'exercice du pouvoir. J'ai dit qu'il faut se focaliser sur la société civile. Il y a le soubassement de l'État qui est les chefs de village. Les chefs de village, ils n'ont pas d'appartenance politique. Même s'ils ont des appartenances politiques, ils n'ont pas souvent le droit de le montrer. Les chefs de village, la société civile, associée au sous-préfet. Et peut-être, puisque j'ai parlé de lui, il dit que les élus, c'est des politiques. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des élus qui n'appartiennent à aucune formation politique. La preuve est qu'il y a eu même des présidents de la République dans ce pays-là qui n'appartenaient à aucun parti politique. On a eu des présidents qui n'appartenaient à aucun parti politique. Et d'autant plus qu'ils ont décidé d'inclure les partis politiques dans le processus. Il y a des gens, ce qui est sûr et certain, il y a des leaders dans ce pays qui vont faire en sorte que si telle commune est rattachée à tel cercle, ça va faire mon affaire. Et ils vont essayer d'amener ces communes vers ces cercles. Ils vont essayer de le faire. Les politiques, là, je suis là-dedans, je sais de quoi je parle. Et il y a des enjeux en dessous. Ce qui est sûr et certain, il y a des enjeux en dessous. Et tant que les partis politiques que nous sommes impliqués jusqu'à un certain degré dans ces processus, il y aura toujours ces contestations. Les chefs de village, aujourd'hui, la société civile, c'est-à-dire les leaders religieux, les personnes en situation de handicap, les regroupements des femmes, les regroupements des jeunes, associés au sous-préfet, sont en mesure de décider au niveau des arrondissements. Et les rapports qu'ils vont faire, je pense, peuvent être acheminés au niveau des cercles. Tant qu'ils se permettent d'associer les partis politiques de façon singulière à ce découpage, ce qui est sûr et certain, nous, en tant qu'hommes politiques, on va voir. Si associer telle commune, tant qu'il y a la limite géographique entre nous, là, associer telle commune ou bien tel arrondissement à tel cercle sera mon affaire, on ne va pas hésiter à proposer ça. C'est par rapport à ça que j'avais dit que les partis politiques, en tant que soi, peuvent être associés pour prendre leur avis. Mais s'il s'agit de prendre des décisions autour de ça, les personnes que je viens de citer, s'ils se focalisent sur eux, je pense qu'on va sortir par la grande porte.
Monsieur Abderrahmane, allez-y. Dire qu'il y a des enjeux, et bien sûr, il y a des enjeux en dessous. De combien de régions on est venu à 19 régions. Et dans ces régions, il y aura des élus. Parce qu'il y a les conseils régionaux qui doivent être élus dans ces régions. Des 57 cercles, on se retrouve avec 111 cercles. C'est sûr et certain qu'il y a des enjeux politiques en dessous. Et quand il dit qu'avec la première concertation qu'on avait fait, au lieu de 703 communes, on allait se retrouver avec 1000 communes. Il vient de dire tout de suite, pour ce qui est des communes, les communes gardent leur autonomie et leur entité en tant que chose. Ça veut dire que les concertations qui ont eu lieu en première position, il n'y avait pas question de création de nouvelles communes. La commune qui appartient à un arrondissement, si la concertation avait lieu au niveau des arrondissements, avant de remonter au niveau des régions, tout ce qu'il y a aujourd'hui là, autour de là, il n'allait pas y avoir tout cela là-dedans. Il n'allait pas y avoir tout cela là-dedans. Monsieur Abderrahmane Sissi, vous êtes le directeur général des collectivités territoriales. Comment amener la population à adhérer à ce projet alors? Bon, vous savez, d'abord, cet espace que vous nous offrez est déjà une bonne opportunité pour partager ce qui a été fait. Et reconnaissez que quand vous écoutez les trois intervenants, de manière générale, il n'y a pas de fossé entre nous. De ce dont on parle ici, il n'y a pas de remise en cause. De ce dont on parle de démarches. Le maire souhaiterait qu'on aurait pu aller jusqu'au niveau arrondissement. Voilà sa position. Mais nous, on s'est arrêté au niveau région. Mais ceci dit, qui était à la région? Ce sont les représentants des territoires qui étaient à la région. Ce n'est pas les régionaux qui étaient venus à la concertation régionale. On a proposé par cercle des délégués qui doivent remonter. Comme l'a dit monsieur Dr Sylla, on ne peut pas convier tout le monde. Ça, il faudrait que nous associons qu'il y a aussi un système de représentation. Le maire même, le Baguinda qui parle aujourd'hui, s'il parle au nom de Baguinda, ce n'est pas toute la population de Baguinda qui parle à son nom, mais c'est un système qui a été convenu de dire que nous avons un système d'un mode de représentation où, à travers l'élection, vous cherchez le suffrage et c'est là-bas le suffrage, vous êtes élu conseiller ou maire et vous avez cette attitude de parler au nom de la population. C'est le même exercice qui a été pris. On a soutenu la concertation au niveau régional, mais ceci dit, rien n'excluait que les communes, les cercles se concertent avant de venir à la concertation régionale. Et ce qui a été fait d'ailleurs, partout. Les cercles se sont constitués autour de leurs préfets, autour de leurs sous-préfets. Ils ont fait des concertations avant de venir à la concertation régionale de 2018. Et c'est le même exercice qui s'est passé aussi en 2021 aussi. Bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de processus parfait. Il n'y a pas de processus parfait. Moi, je voudrais qu'on se prononce peut-être sur ce qui a été prononcé, et aussi ce qui a été proposé. Globalement, je pense que nous avons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes attentes et nous avons les mêmes intérêts aussi. C'est de faire de ce pays-là un havre de paix, c'est de faire de ce pays-là un pays qui est bien gouverné et de faire de ce pays-là un pays où l'État assure les services sociaux de base aux populations. Donc, je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème. Nous allons multiplier ce genre d'exercices, d'échanges avec les différents acteurs. Nous allons aussi créer les conditions aussi pour que les relais puissent être assurés par les gouverneurs des régions, par les préfets, par les sous-préfets pour expliquer davantage et prendre en compte autant que cela est possible les prévisions qui ont été émises. Mais je voudrais, avant que vous ne passiez sur la question... Sylla, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Sylla, il y a eu des concertations, mais jusqu'à présent, des tensions continuent. Comment faire pour faire adhérer la population? Non, je m'inscris dans la ligne tracée par le directeur. En une minute, c'est pratiquement la fin. Vraiment, il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens ce qui se passe. Il faut dire aux populations qui est responsable de quoi et pourquoi on fait ceci ou cela. Je crois que, oui, des émissions comme ça ou des missions d'information, de sensibilisation seront nécessaires pour faire comprendre aux gens, pour un peu taire toutes ces revendications, ces contestations. Docteur Oumar Keïta, dans votre commune, quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour faire adhérer la population à cette nouvelle réorganisation-là? Bon, je vous remercie. L'action que nous devons entreprendre ici, nous, on a déjà commencé. On a déjà commencé parce qu'il s'agit de prendre l'avis des uns et des autres. Lorsque la nouvelle réorganisation, quand on a appris la nouvelle, parce que
comme je vous l'ai dit, notre sous-préfet n'a pas été invité à Koulikoro. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une minute, monsieur Keïta. C'est pratiquement la fin de l'émission. Je n'ai qu'une minute. Hein. Oui, allez-y. D'accord. Maintenant, on a procédé à ce qu'on pouvait faire. L'arrondissement de Baginda, on a envoyé une mission dans toutes les communes, de communion avec les chefs de village. On a décidé de faire un mémorandum dans lequel vraiment tout l'arrondissement a décidé d'adhérer à un cercle qu'on va proposer. S'ils prennent notre aspiration en compte, ça nous fera plaisir. En tout cas, ça va être source d'apaisement dans l'arrondissement de Baginda. Je ne dis pas dans la commune, dans l'arrondissement de Baginda. Je vous rappelle que cette émission a été soutenue par le programme d'engagement civique. Le thème de l'émission, c'était réorganisation territoriale, comment satisfaire les revendications. Et nos invités étaient M. Abderrahmane Sissé, directeur général des collectivités territoriales, Dr Oumar Keïta Barou, maire adjoint de la commune de Baguineda, M. Ibrahim Silla, expert en décentralisation. L'émission a été coordonnée par Mohamedou Touré, à la présentation Mariam Koulibaly, à la régie Yapeting Djara et Gagné Kanté. Merci d'avoir suivi l'émission et à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.